Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. J'ai le privilège et l'honneur de commencer cet après-midi autour de l'œuvre de Michel Butor, œuvre dont une partie seulement, est déjà là, publiée aux éditions de La Différence. Au mois de septembre, il y aura 2 volumes qui vont s'ajouter aux 6 qui sont là et qui sont présentés et préparés, surveillés par Mireille Kallgruber, qui est là, que je remercie d'être parmi nous. C'est la dernière partie d'un triptyque, d'abord inauguré par Michel Butor même à Aubervilliers, avec une leçon inoubliable sur Jules Verne, sa présence. Aujourd'hui, Michel Butor a dégagé une leçon de littérature, de méthode, de dignité, de la citoyenneté qui restera pour nous tous un modèle et un exemple. Je remercie tout d'abord Michel Butor et Marie-Jo Butor d'être là. Nous sommes très émus, ils ont fait un effort considérable lundi à Aubervilliers, hier à la Sorbonne pour la parution de ce volume d'actes Michel Butor, Déménagement de la littérature, qui vient de paraître. Et aujourd'hui, nous concluons provisoirement, parce que j'espère qu'on pourra fêter les 2 volumes qui vont paraître au Collège de France, autour de l'œuvre de Michel Butor. Et il s'agit, comme je le disais, non pas d'un bilan, mais d'entreprendre quelques chemins ensemble, comme Michel Butor nous a appris. Antoine Compagnon commencera notre voyage. Du reste, son titre est Montaigne, Proust et Retour. Je n'ai pas évidemment la nécessité de présenter Antoine Compagnon, qui enseigne au Collège de France la littérature moderne et contemporaine, non seulement la France, de Montaigne à Proust, mais toute la présence de cette leçon française dans la littérature européenne. Mireille Kallgruber et Laura Barile, moi-même, nous compléterons cette présentation. Michel Butor va conclure et présenter lui-même un film inédit qu'il a tourné et que Mireille Kallgruber a mis très généreusement, avec son auteur, bien sûr, Michel Butor, à notre disposition. Je me permets donc de donner tout d'abord la parole à Antoine Compagnon. Merci beaucoup, Carlo. Quand je vois Michel Butor, ça me fait penser à ce que Proust dit de Baudelaire, quand il voit une photographie de Baudelaire, photographie célèbre de Baudelaire par Nadar, il dit « J'ai l'impression de voir le poète éternel ». Il y a un seul poète français qui traverse toute la littérature. La poésie française, la littérature française, c'est comme un seul homme qui dure et qui change, et qui se réincarne génération après génération, suivant l'idée dynastique de dignitas non moritur. Bien sûr, je plaisante un peu, j'exagère un peu quand je dis ça. Ça fait peut-être trop penser à ce que disait un critique comme Nisard, qui voyait dans la littérature française une idée, un esprit éternel qui se poursuivait génération après génération. Mais il y a quand même du vrai là-dedans, dans cette idée d'une littérature française continue, pétrie de littérature. À mon sens, c'est l'une de ses grandeurs, qu'elle soit toujours épaisse de littérature. Et Michel Butor est l'un de ceux qui sont, comme Baudelaire, comme Proust, comme Montaigne, les plus épais de littérature, écrivant sur la littérature, écrivant de la littérature, écrivant avec la littérature. Et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui, un peu de Butor et de ses rapports avec Montaigne
et Proust. J'ai mis un trait d'union entre Montaigne et Proust avec précisément cette idée que Montaigne et Proust n'en font qu'un. Et d'une certaine façon, ils n'en font qu'un avec Michel Butor. Et je dirais que pour moi aussi, ayant travaillé à la fois sur l'un et sur l'autre, et l'an prochain, ici, je ferai mon cours sur les deux à la fois, j'ai le sentiment que je partage avec Michel Butor cette sorte de complicité en Montaigne et en Proust. Michel Butor a écrit sur les essais de Montaigne un texte célèbre, qui était les préfaces des essais dans la collection de poche 10-18, au début des années 1960, préfaces qui ont été reprises dans Essais sur les essais en 1968. Et sur Proust, il a écrit 3 articles, à mon sens, très importants, qui datent des années 1950 et 1960. Le premier, intitulé « Les moments de Marcel Proust », publié en 1955. Le second, peut-être le plus important, 3 œuvres d'art imaginaires chez Proust, donc sur les artistes imaginaires de la recherche du temps perdu, publié en 1964. Et le troisième, Les 7 femmes de Gilbert Le Mauvais, très bel article publié dans ce beau numéro de l'Arc de 1971 pour le centenaire de la naissance de l'écrivain. Tous ces articles ont été repris dans les beaux volumes qui sont posés sur la table au fur et à mesure des répertoires qui sont désormais réunis. Il me semble que ces articles sur Montaigne et sur Proust sont importants pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'ils ont coïncidé avec une inflexion dans la lecture de ces 2 écrivains, avec un changement de régime dans la lecture de ces 2 écrivains, dans la réception, comme on dit aujourd'hui, réception des essais, réception de la recherche, au tournant des années 1950 et 1960. Et il me semble que, avec d'autres, la contribution de Michel Butor à cette inflexion, à ce renouvellement de la lecture de ses œuvres a été importante. Et la deuxième raison, c'est évidemment que, à travers ce qu'il a écrit sur Montaigne et sur Proust, c'est à mon sens, c'est de sa propre œuvre que Michel Butor nous parle. Et d'une certaine façon, ces textes sur Montaigne et sur Proust se situent, en effet, me semble-t-il, à un moment d'inflexion de son œuvre. Après les premiers romans, bon, il est difficile de dire que ces romans étaient traditionnels, ils ne l'étaient pas, mais vu après coup, il l'était sans doute plus que l'œuvre qui a suivi. Il me semble que ces réflexions importantes sur Montaigne et sur Proust se situent donc à un moment assez charnière, assez tournant dans l'œuvre de Butor, après les 4 premiers grands romans, Passage de Milan, L'emploi du temps, La modification et Degré, et avant des œuvres dont je vais essayer de dire, justement autour de Mobile, ce qu'elles peuvent peut-être devoir à cette lecture de Montaigne et de Proust, puisqu'au fond c'est le même intérêt, me semble-t-il, qui portera Butor vers l'un et vers l'autre. Alors chez Montaigne, d'abord, qu'est-ce qui arrête Michel Butor vers 1960 ? Je crois que ce qu'on peut dire, ce qui était nouveau et important dans cette réflexion, ces préfaces, ensuite réunies dans le volume Essais sur les essais, ce qui était important, c'était précisément que Michel Butor ne parlait plus de Montaigne moraliste, de Montaigne l'homme, ou de l'homme et l'œuvre, suivant les manières habituelles de l'histoire littéraire,
mais d'une certaine façon, c'était un retour au texte qui était ainsi opéré. Le livre de Butor n'était pas essai sur Montaigne, mais essai sur les essais. Il s'intéressait à l'œuvre seule, comme une totalité dans laquelle il s'agissait d'entrer et qu'il s'agissait de comprendre. Quand je le regarde après coup, ce livre de Butor, j'en ai déjà parlé souvent, parce que quand je parle de Montaigne, je parle souvent de ce moment d'inflexion dans la réception de Montaigne, à l'aube des années 1960. Quand je le relis après coup, je suis frappé de trouver dans ce livre un chapitre sur les citations de Montaigne, qui est peut-être ce qui m'a suggéré de travailler sur ces citations dans les débuts de mes recherches qui ont donné mon premier livre, La seconde main. Puis je trouve aussi un chapitre sur les noms. Butor s'intéressait donc à, clairement, une bonne quinzaine d'années, avant beaucoup d'autres, à un certain nombre d'aspects des essais qui n'avaient pas été au centre des lectures pratiquées jusque-là. Un Montaigne, on ne peut pas dire que c'était un Montaigne structuraliste, mais enfin il y avait quand même un peu de cela, avec cet intérêt pour des dispositifs linguistiques et rhétoriques. On ne parlait pas encore beaucoup non plus de ce renouveau de la rhétorique qui a eu lieu à partir des années 70, mais en vérité, on peut dire que la préoccupation de Michel Butor allait déjà dans ce sens-là. Il s'intéressait également aux sentences de Montaigne sur les travées de la Tour, la librairie de Montaigne, travées qui ont été beaucoup étudiées depuis lors, à l'époque où Michel Butor écrivait sur les essais, on connaissait 57 sentences, aujourd'hui on en connaît 65. C'est évidemment beaucoup plus, et Michel Butor était l'un de ceux qui avait signalé, ce qui a été l'objet de beaucoup d'intérêt depuis. L'autre jour, je parlais, la semaine dernière, de Montaigne et de l'Ecclésiaste. Michel Butor repérait que toutes les citations que Montaigne faisait de l'Ecclésiaste avaient une origine mystérieuse. On ne sait pas d'où elles viennent. Ce n'est pas le texte de la Vulgate que Montaigne utilise. Michel Butor faisait l'hypothèse que, se référant à l'Ecclésiaste, Montaigne camouflait ses propres idées subversives. Aujourd'hui, on a un petit peu avancé, mais pas beaucoup, en pensant que Montaigne emprunte à des traductions des milieux proches de la Réforme, proches de Calvin. Michel Butor n'était pas encore allé à Genève à cette époque-là, mais on dit aujourd'hui que ce sont des traductions proches de Sébastien Castellion, avec qui Calvin avait été particulièrement désagréable. Mais il s'intéressait à des objets qui ont donc été au centre de la critique depuis lors. On pourrait dire la même chose de son intérêt dans ce livre pour Sur des vers de Virgile, chapitre sur lequel beaucoup d'encre a coulé depuis, et de très belle encre, notamment dans le livre de Jean Starobinski, qui a été ensuite votre collègue, dans le livre de Starobinski, Montaigne en mouvement. L'un des plus beaux chapitres porte précisément sur des vers de Virgile, sur les citations à travers lesquelles Montaigne, comme dit Starobinski, dit l'amour. Pour dire l'amour, il faut passer par les citations des autres. Dans cet essai sur les essais, la question centrale pour Michel Butor, c'est de découvrir l'ordre derrière le désordre, l'architecture de ce livre. Comment
Et on comprend que c'est une question que pose, me semble-t-il, un écrivain, un romancier. C'est une question de composition qui l'intéresse avant tout. Il prend le livre de Montaigne d'une certaine façon comme prétexte pour une interrogation sur la composition de tout livre. Cette question de la composition est évidemment de toute première importance, dit-il, et plus systématiquement que beaucoup d'autres avant lui, il s'intéresse à la question de l'origine des essais et de leur expansion, de leur noyau originaire et de leur développement à partir de ce noyau. Et c'est une question en effet fondamentale que celle du départ de l'œuvre. On a souvent évoqué le chapitre de l'amitié, 1.28, où Montaigne suggère que l'origine du livre, ce fut le projet de donner une sorte de cadre à l'œuvre inédite de son ami la Boétie, le discours de la servitude volontaire. C'est un passage très célèbre où Montaigne compare son travail à celui du peintre qui choisit le plus bel endroit, dit-il, au milieu de chaque paroi pour y loger un tableau élaboré de toute sa suffisance. Et puis autour, c'est une peinture décorative, maniériste, des grotesques, que sont ici aussi, à la vérité, que ces grotesques et corps monstrueux, rapiécés de divers membres, sans certaines figures, n'ayant ordre ni suite ni proportion que fortuite. Autrement dit, autour du discours de la servitude volontaire, il s'agirait de dessiner des grotesques. Et puis, on le sait, le discours de la servitude volontaire ayant été reçu comme un pamphlet régicide, Montaigne y renonce et, à la place, met les sonnets de la Boétie. Alors, on considère souvent qu'il s'agit là d'une profession d'humilité de la part de Montaigne, mais Michel Butor l'a prise très au sérieux pour essayer d'y découvrir, à partir de là, une structure cachée des essais. Et ce qui le préoccupe, c'est la manière dont, à partir de ce noyau, tout le livre peut être conçu. Et il décrit, je crois que c'est très intéressant, ce phénomène d'expansion du livre à partir d'un noyau, à partir de ce milieu du livre 1, le chapitre 28, il est situé au milieu du livre 1. Michel Butor décrit ce livre 1 comme une guirlande, guirlande de grotesque, autour de ce chapitre. Et puis, avec le livre 2, on a une seconde dimension qui est donnée aux essais, et les essais deviennent, dit-il, un jardin. Je cite, « Montaigne voit que le type de composition maniériste qu'il a adopté pour le premier livre, à des fins de mise en valeur, peut s'utiliser aussi à des fins de stratégie défensive. » Cette idée de défense que j'évoquais aussi à propos des sentences il y a un moment. Il va en quelque sorte transposer dans l'espace la disposition en surface des grotesques pour arriver à la figure d'un de ces jardins si fréquents à la fin du XVIe siècle, labyrinthe rempli de délices et de dangers. De la guirlande au jardin, donc pour la première édition des essais, celle de 1580, et puis du jardin au volume, avec la seconde édition qui comprend le livre 3, la troisième dimension du volume. Vous voyez, j'y reviendrai aussi à propos de Proust, ce souci de Michel Butor pour le nombre, pour le chiffre, pour la numérologie des essais comme de la recherche du temps perdu. Donc la troisième dimension, c'est celle du livre 3 qui donne le volume à toute l'entreprise des essais. Je cite encore Michel Butor, le premier, c'était la guirlande autour du tableau central dérobé, ce discours de la servitude volontaire, absent. Le second, c'était la forteresse, avec cette apologie de Raymond de Sebon au centre, si ce n'est pas le chapitre central du livre 2, à l'apparence de jardin autour du premier et de la traduction de la théologie de Sebon, absente elle aussi. Que va être le troisième anneau, sinon le monde tout autour?
Et on a là la description d'une architecture compliquée, un modèle dynamique de la prolifération du texte. C'est un processus de complexification de l'œuvre, peut-être un processus spatial que Michel Butor décrit. Je ne sais pas si aujourd'hui on parlerait d'hypertexte pour décrire ce mouvement qui s'empare du texte des essais. Et à partir de ce modèle, Michel Butor entre en effet dans une analyse numérologique assez complexe, qui d'ailleurs a été encore compliquée par un certain nombre de critiques qui se sont un peu perdus par la suite sur le chemin qu'il avait indiqué, à systématiser, à trouver la place de chaque essai et, si vous voulez, le sens caché des essais dans leur construction kabbalistique ou numérologique, comme s'il y avait là un ésotérisme très fort. Alors peut-être que sur ce plan-là, je suivrai moins volontiers Michel Butor, dans cette numérologie et ce sens caché, mais de toute façon, sa lecture ne se voulait pas conclusive ou dogmatique. Il ne trouvait pas cette clé finale. Il décrivait plutôt un labyrinthe compliqué, une architecture, un mobile romanesque, comme il le découvrira ensuite chez Balzac, puisque c'est le même type de lecture qu'il pratiquera sur l'œuvre de Balzac. Eh bien, je passe maintenant à Proust pour voir ce qu'il opérait de la même façon avec l'œuvre de Proust sur fond d'une grande affinité entre les deux œuvres. Je crois que, je l'ai dit au début, c'est ce que je disais au début, ce Montaigne, trait d'union Proust, mais enfin on pourrait peut-être ajouter Balzac entre les deux, Montaigne, trait d'union Balzac, trait d'union Proust, trait d'union Butor, qui n'en font qu'un. Michel Butor est sensible à cette affinité des deux œuvres du point de vue de ce processus d'expansion infinie de l'œuvre à partir d'un noyau originaire. Et c'est ça qu'il analyse chez Montaigne et chez Proust. Il y a un lieu où il le compare, c'est précisément dans les essais, sur les essais à propos de la prolifération des ajouts dans les essais de Montaigne, dans l'exemplaire de Bordeaux, entre 1588 et la mort de Montaigne en 1592. Je cite Michel Butor, « Lorsque la marge n'est plus assez grande pour la contenir, cette végétation déborde en papier ou en quart. Ces excroissances détachées, ces boutures, dit-il encore, elles devaient se présenter comme une telle fricassée, selon l'expression de Montaigne, de paperolle, selon celle de la Françoise de Proust, qu'il lui aurait été parfaitement impossible de s'y retrouver. Fricassée, paperolle, voilà le lieu où les deux œuvres se rencontrent. Et chez Proust, dans ces années, fin des années 50, début des années 60, c'est bien cette amplification un peu monstrueuse de l'œuvre, cette complexification que Butor analyse, comment Proust parvient à une œuvre-monde, comme Montaigne avant lui ou comme Balzac avant lui. Alors, bien sûr, on pourrait comparer la démarche de ces articles de Butor à un certain nombre de textes fondamentaux des années 50 et 60 qui ont renouvelé l'image de Proust, qui ont fait sortir Proust du purgatoire, et les uns et les autres étaient à la recherche de ce qui avait donné son départ à l'œuvre. Je cite ici Michel Butor dans ce qui est l'article central, cet article sur les artistes imaginaires de 1964. Lorsque nous lisons aujourd'hui le titre « À la recherche du temps perdu », impressionnés par tout le poids que l'œuvre a donné à chacun des mots, nous oublions en général qu'il s'agissait là d'un titre élégant et frivole, tout à fait dans la lignée de son frère aîné, Les plaisirs et les jours. Nous savons bien maintenant que ce temps perdu
c'est le paradis perdu de l'enfance, de la noblesse, de l'innocence. Nous le savons parce que le titre de la dernière partie, le temps retrouvé, et son contenu l'élucide superbement. Mais d'abord, le temps perdu, c'était le temps qu'on perd. Les moments perdus, c'était un titre distingué derrière lequel cherchait à se cacher la mauvaise conscience d'un oisif. C'est le progrès même de l'œuvre qui a forcé cette mauvaise conscience à se déclarer si superbement. Merveille de ce démon intérieur à son travail, contraignant peu à peu Proust, lequel aurait bien voulu faire des livres de douceur à la Bergotte, à assombrir si prodigieusement son encre. Voici comment Michel Butor raconte donc la manière dont Proust, à partir au fond d'un mauvais projet, d'un projet fin de siècle, d'un projet décadent, distingué, mauvaise conscience d'un oisif, s'est laissé embarquer dans une œuvre qu'il a menée complètement ailleurs. Et vous voyez qu'on retrouve ici la trace du fait qu'en cette fin des années 50, début des années 60, il fallait encore défendre Proust de la décadence, de l'oisiveté, de la mauvaise conscience. Il n'était pas encore aussi canonisé qu'aujourd'hui. D'une certaine façon, Michel Butor donnait raison à Gide, qui avait rangé Proust en abordant du côté de chez Swann, du côté de chez Verdurin. Et Proust, qui était bien du côté de chez Verdurin, eh bien, il s'était laissé faire par l'œuvre, qui avait une sorte de progrès autonome et organique, contraire à son intention de départ, et s'était laissé aller, s'était soumis au texte, à sa complexification, à son déséquilibre, à partir de ce diptyque initial, temps perdu, temps retrouvé. Et dans cet article, à mon sens donc important, par cette analyse de la complexification de la recherche du temps perdu, Michel Butor décrivait ce mouvement à travers les œuvres imaginaires de la recherche. Le passage de la sonate de Vinteuil dans Un amour de Swann, au port de Carquethuit d'Elstir dans Les jeunes filles, et enfin au septuor de Vinteuil dans La prisonnière, comme si, mais c'est ce que Proust dit lui-même, comme s'il fallait retraverser toute l'histoire de l'art. On ne pouvait jamais se fonder, un artiste ne peut jamais se fonder sur ce que d'autres avant lui ont, pour ainsi dire, établi. Il faut tout retraverser et atteindre un autre état de l'art. La sonate, au fond, elle est encore fin de siècle, nous dit Michel Butor, tandis que le grand tableau d'Elstir, eh bien, c'est une œuvre, je ne sais pas, impressionniste ou fauve. Et enfin, avec le septuor, on rejoint l'art pleinement moderne, l'art sériel. Dans l'article suivant de Michel Butor sur Proust, eh bien, il y a la même démarche qu'avec Montaigne, à partir de cette analyse d'un noyau de la création. Michel Butor essaye de décrire le mouvement d'amplification à travers une architecture chiffrée. Et cet article de l'Arc, de ce beau numéro de l'Arc pour le centenaire de 1971, intitulé « Les 7 femmes de Gilbert le Mauvais », où, cette fois, Michel Butor trouve le modèle de l'œuvre dans les 7 chambres qui sont évoquées. Vous vous souvenez que, d'une certaine façon, c'est un hasard. Il y a 7 tomes dans la recherche du temps perdu, mais ces 7 tomes, c'est un peu aléatoire, puisqu'ils n'étaient pas du tout prévus au début de l'écriture du côté de chez Swann. Et quand Proust ne savait pas, quand il a publié du côté de chez Swann en 1913, qu'il y aurait 7 titres pour l'œuvre entière, puisqu'aussi bien Albertine n'existait pas encore. Et pourtant, ce chiffre 7 est important. Et à la première page de Combré, on trouve en effet 7 chambres qui sont évoquées et qui seront parcourues dans le grand
la grande arche qui constitue toute la recherche du temps perdu, entre Swann et le temps retrouvé. Combray, Tansonville, les 2 chambres de Paris, Doncières, Balbec, Venise. Et Michel Butor associe donc cette architecture, cet espace des chambres, à l'espace des volumes. C'est à travers ce mouvement que l'œuvre prend son volume. Vous voyez que on avait comme œuvre complexe le septuor. Il y a 7 chambres, il y a 7 titres, et d'une certaine façon, comme chez Montaigne, cette numérologie est importante. Alors, c'est une lecture personnelle que celle-là, mais je dirais que, comme celle de Montaigne, elle a été efficace, elle a été exemplaire, et elle a participé à cette canonisation de Proust autour de 1971, autour du centenaire de sa naissance et d'un certain nombre de célébrations et de publications qui ont eu lieu à ce moment-là. Et comme d'autres, ce qui fascinait Michel Butor, c'était ce contraste extraordinaire entre le long échec des premiers essais de cet écrivain et l'architecture prodigieuse, l'œuvre-monde à laquelle Proust avait abouti. Bien, je disais pour commencer, il me semble qu'à travers Montaigne, à travers Proust, c'était à son œuvre, à lui, que Butor réfléchissait. C'est le moment, je le disais, où des 4 premiers grands romans, encore un peu classiques, disons, il passe à ces œuvres des années 60 qui, toutes, sont des explorations de la complexité et de l'espace et de l'architecture et aussi de la musique. Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Diabelli, description de San Marco, Mobile, que je citais tout à l'heure, ou encore 6 810 000 litres d'eau par seconde. Tous, ce sont des textes à la recherche d'une autre construction, non plus le montage qu'il pouvait y avoir dans les premiers livres de Butor, mais un idéal peut-être musical. Vous avez vu la référence à la musique, comme au Septuor. Et au fond, ce qui est en cause ici, c'est le passage du port de Carquetuit à quelque chose comme le Septuor de Michel Butor, avec cette sonate au creux de l'œuvre. Dans ces essais sur les essais, à propos du livre 3 des essais et de leur prodigieuse expansion, Michel Butor fait encore un autre rapprochement entre Montaigne et Proust. Il évoque ces vies parallèles de Plutarque qui sont le livre de chevet de Montaigne. Au fond, Montaigne refaisant les vies parallèles de Plutarque comme Proust voudra refaire les Mille et une nuits ou les Mémoires de Saint-Simon. Il écrit « Hanté toute sa vie par la conception des vies parallèles de Plutarque, qui dessinent dans leur ensemble une vie parallèle de la Grèce et de Rome, Montaigne, émerveillé par cette profusion de nature qu'il aperçoit, ayant réussi, grâce à la tour édifiée par son livre, à émerger enfin de cette plus profonde minère, de ce nouveau métal, pire que le fer ou le plomb même, dans laquelle il était planté, arrive à une image du monde comme concert d'histoire parallèle. » Eh bien, si vous voulez, restons et terminons sur cette image, l'image du monde comme concert d'histoire parallèle. C'est une image très riche de l'œuvre comme concert d'histoire parallèle, comme chœur. On la retrouverait chez Péguy, on la retrouve d'ailleurs chez Proust, les uns et les autres pour s'opposer à une sorte de linéarité de l'histoire. Ici, Butor, avec Montaigne, avec Proust, cherche à conserver cette épaisseur du monde dans le livre.
l'œuvre comme image du monde, comme concert d'histoire parallèle. Bien sûr, ça nous renvoie au livre cathédral de Proust et à cette image du temps retrouvé sur laquelle, bien entendu, Michel Butor s'arrête dans ses essais sur Proust. Et de cette œuvre cathédrale, de cette œuvre comme concert d'histoire parallèle, je dirais pour finir que dans cette œuvre, ce qui intéresse Butor, c'est ce schéma d'œuvre complexe qui est à la fois fermée et ouverte. Une cathédrale, c'est à tout moment, il n'y a pas de cathédrale qui soit achevée. Toutes les cathédrales sont des œuvres en expansion. Une cathédrale, ce n'est jamais achevé et pourtant c'est toujours fini. Ça remplit toujours sa fonction. Et c'est ça qu'on a dans l'œuvre de Montaigne, l'œuvre de Proust. C'est ce que j'aurais dû dire pour commencer. Je m'aperçois que j'ai oublié de le dire. C'est ce que je voulais dire pour commencer. Ce qui les rapproche avant tout, à mes yeux, c'est qu'elles ne sont achevées que par la mort de l'écrivain. Rien ne les arrête. Et Montaigne et Proust n'ont écrit qu'une œuvre qui n'est pas achevée, qui n'est jamais achevée, et pourtant qui est toujours finie parce qu'elle a trouvé ce modèle à la fois d'ouverture et de fermeture, d'expansion indéfinie et de complexification indéfinie, dont on comprend bien, à travers son intérêt pour Montaigne et pour Proust, que c'est ça qui fascinait Michel Butor et que c'est de ça qu'il était à la recherche chez ces deux écrivains, et probablement aussi chez Balzac, et probablement aussi chez Victor Hugo. J'avais oublié Victor Hugo, à mettre dans mes traits d'union Montaigne, Balzac, trait d'union, Victor Hugo, trait d'union Proust, trait d'union Michel Butor. Merci.